Les États-Unis ont perdu un avion ravitailleur au-dessus de l'Irak et un second, endommagé, a dû atterrir en Israël. Washington reste vague sur les circonstances du crash. Sans rien affirmer ici, je tiens juste à préciser que l'Iran dispose de drones Qarar. C'est un drone armé de missiles RR capable de menacer ces ravitailleurs américains en plein territoire irakien. Son missile à guidage thermique a une portée de 8 à 16 km et peut cibler des appareils aériens comme des drones, des hélicoptères, des avions de chasse américains, etc. Le Qarar lui-même a une portée opérationnelle allant jusqu'à 1000 km, ce qui lui permet d'opérer dans des zones comme l'Irak. L'avion a-t-il été abattu? Mystère. Mais une chose apparaît de plus en plus clairement. La résistance surveillait de très près ces appareils volant à basse altitude, des cibles qui auraient pu être facilement abattues par des drones. Mais comme je le dis, mystère américain. Après, les gens demandent pourquoi l'Iran n'abat-il pas directement des avions américains au-dessus de Téhéran. Mais vous voyez la France abattre des bombardiers en plein ciel de Paris? Sur qui vont retomber les débris? Un appareil de plusieurs tonnes chargé de munitions. Mais bon, un Français a été éliminé en Irak. Que font les forces françaises en Irak pendant que ces bases sont évacuées par les Américains? Le président Macron affirme que ces forces sont présentes pour former. Ça fait bientôt 11 ans et 6 mois. C'est toujours quelle formation qui dure aussi longtemps? C'est un peu logique. Donc, il décide miraculeusement d'accentuer ces opérations au cœur même d'un conflit régional qui s'embrase. L'armée française n'a ni les moyens ni la marge stratégique pour soutenir un engagement prolongé dans un environnement aussi explosif. La présence de ces soldats sur cette base reste difficile à justifier et à comprendre. De leur côté, les gardiens de la révolution accusent l'Europe, dont la France, de participer activement à la guerre en cours. Le Sénégal, mais à quoi sert l'ONU? Le Sénégal dit non à vos pratiques. Et soudain, l'Occident est scandalisé. Ce qui me choque, c'est la réaction de l'ONU. Elle a été immédiate et virulente. Le haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, il publie un communiqué le 12 mars 2026 où il exhorte le président Faye à ne pas signer cette loi nuisible, néfaste, accuse le texte de violer les droits humains et appelle le gouvernement à abroger les lois discriminatoires existantes. Pendant ce temps, une école en Iran a été frappée par un missile Tomahawk. Ce n'était pas une erreur de calcul. Et au lieu de condamner ces actes, ils se sont acharnés sur l'Iran en condamnant la riposte iranienne à l'agression américano-antité. Le Sénégal fait ce qu'il veut. Les Sénégalais n'ont qu'un seul pays, un seul territoire. Une histoire qu'on ne peut pas réécrire. Si leur population refuse d'être mêlée à vos pratiques, pourquoi en faire un scandale au point que les médias français multiplient les émissions à ce sujet? L'Afrique n'a toujours pas de siège permanent au Conseil de sécurité. Guterres lui-même l'a qualifié d'indéfendable. Mais on nous dicte comment gérer nos crises internes. Bon, ceux qui refusent d'accepter cette loi sénégalaise peuvent toujours aller vivre en Europe occidentale. Je pense que chacun a droit à sa souveraineté. Ou bien, ça se déroule en ce moment même en Iran. Des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues pour soutenir leur gouvernement, dénoncer Israël et les États-Unis. Ces rassemblements ont lieu dans plusieurs villes, notamment à Téhéran. Ils le font pour montrer aux médias de propagande qu'ils restent debout malgré les pressions, malgré les menaces, malgré les frappes de l'entité. Une attaque a eu lieu durant ces manifestations et pourtant, la foule ne faiblit pas. Et donc, c'est avec cette foule, avec ces Iraniens, que les États-Unis et l'entité espèrent provoquer un renversement populaire? Sérieusement, dans la presse occidentale, on vous montre toujours une poignée de contestataires et ces images sont amplifiées jusqu'à faire croire que tout le pays est contre son dirigeant. Mais regardons la réalité en face. Quel président dans le monde peut prétendre faire l'unanimité? Aucun. Même sous Trump, même sous Macron, même sous Biden, il y a des manifestations, des contestations, des critiques. Cela ne veut pas dire que la majorité de la population souhaite un changement de force.
Comment les États-Unis peuvent-ils justifier publiquement l'idée qu'ils doivent imposer ou choisir le dirigeant de l'Iran en affirmant que ce choix devrait se faire selon leur vision et au-delà de la volonté de la société iranienne? C'est incroyable. Comment Donald Trump peut-il affirmer qu'il doit être impliqué ou même obtenir l'aval des États-Unis sur la personne qui dirigera l'Iran? Ce que ces médias occidentaux refusent catégoriquement de montrer, c'est la résistance silencieuse mais massive, celle qui se tient derrière son gouvernement, celle qui refuse que son avenir soit écrit à Washington ou par Washington. Et derrière ces manifestations, la vérité est simple. La force d'un pays ne se mesure pas à la voix de quelques dissidents amplifiés par des caméras, mais à la détermination de ceux qui restent debout, envers et contre tout. Les dirigeants iraniens ne vont pas mieux. Ils sont désespérés, ils se cachent au sous-sol de façon lâche comme le feraient des rats. Leur soi-disant le guide suprême a été blessé, probablement défiguré. Hier, il se serait exprimé, mais il n'y avait pas de voix, pas de vidéo. C'était une déclaration écrite. Il a appelé à l'unité. Apparemment, tuer des dizaines de milliers de manifestants, c'est son idée de l'unité. Le visage des guides suprêmes d'Iran. Mais c'est pas ce que les gens ils demandent. C'est pas le visage qu'ils demandent. Est-ce que quand vous avez détruit, la guerre continue ou bien ça continue pas? Ça continue. On vous demande de gagner la guerre. Vous dites que vous êtes puissant. Vous avez tout détruit. Mais malgré ça, là, on ne voit rien. L'Iran continue de frapper. On se pose des questions. Maintenant, est-ce que le problème, c'est de détruire le visage ou pas? C'est les questions qu'on pose. Oui, mais le guide suprême, il ne parle pas. Ce n'est pas ça le plus important. Est-ce que vous avez gagné ou pas? C'est ça la question. Oui, merci beaucoup. Les 6 membres de l'avion de ravitaillement américain sont morts sur crash d'avion. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Ils disent que c'est crash d'avion. Nous, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Parce que, comme par hasard, les États-Unis sont en guerre. C'est là que tous les avions sont en train de faire crash d'avion. Bon, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que réellement c'est crash d'avion ou bien c'est quoi? Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que c'est crash d'avion? Nous, on ne sait pas. Comme par hasard, ils sont en guerre et c'est là qu'il y a des crashs d'avion. Avant, là, ils n'étaient pas en guerre, il n'y avait pas de crash d'avion. Pourtant, ils s'entraînaient avec les mêmes avions. Hein. Donc, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? C'est l'Iran qui est en train de frapper ou bien c'est crash d'avion? Mais si, répondez ça dans les commentaires, la famille. En tout cas, que la paix revienne. Que la paix revienne. La paix revient, c'est tout ce que les gens ils souhaitent. Les gens, ils ne veulent rien. C'est la paix, les gens, ils cherchent. Oui, la guerre n'est pas bon. Moi, je l'ai toujours dit dès le début. La paix, la paix, la paix. Merci. Sur l'information à la une et ce premier militaire français tué au Proche-Orient, c'est à la une de votre journal, Lorraine Barrière. L'heure est grave. Un soldat français est mort en Irak. L'adjudant-chef Arnaud Frion, qui était-il? Nous vous le dirons dans un instant. Au moins 5 militaires français ont été blessés dans cette attaque d'une base militaire française en Irak. Que faisait-il sur place? Les images et les explications dans ce journal. Une milice pro-Iran a revendiqué l'attaque, qui est ce groupe militant qui nous cible et qui agit sous les ordres de l'Iran. Réponse depuis Téhéran. Tout ce que les États-Unis perdent au Moyen-Orient, ils disent que c'est pas accident. C'est jamais l'Iran qui les frappe. Je vais vous laisser écouter cette vidéo. Vous allez voir tout ce qu'ils ont perdu, mais tout c'est par erreur. Regardez cette vidéo et partagez-la. Commandement central de l'armée américaine qui indique que la perte de cet avion a eu lieu dans un espace aérien allié et que cet incident implique en fait 2 avions. Il y a un avion qui a pu se poser sans encombre et un deuxième qui s'est abîmé en mer dans l'ouest de l'Irak. Il s'agit d'un avion ravitailleur, vous l'avez dit, un Boeing KC-135 qui est en fait un avion qui permet grâce à une perche de ravitailler des avions chasseurs en l'air. Cet avion était donc en train de survoler l'Irak. Sur les circonstances du crash, on n'en sait pas beaucoup plus. L'armée américaine précise qu'en tout cas, il n'est pas dû à des tirs ennemis ni à des tirs amis. On ne dispose pas à cette heure de bilan humain, mais selon plusieurs médias américains ici ce soir à Washington, eh bien, il y aurait 5 personnes à bord. Mais pour l'instant, l'armée américaine n'a pas communiqué de bilan humain. C'est le 4e avion de la flotte américaine qui est victime d'un crash depuis le début de la guerre, puisqu'on s'en rappelle, au Koweït, la semaine dernière, 3 avions chasseurs avaient été victimes d'un crash. Ils avaient été victimes de tirs amis de la part du Koweït, mais les pilotes avaient pu s'éjecter avant ce crash. Oui, eux, on les tape jamais. Tout est par accident.
c'est-à-dire le porte-avions, quand on dit Abraham Lincoln, ils ont parlé encore là, d'un autre porte-avions encore, un avion de ravitaillement. On se rappelle des 3 F-15, mais tout ça, c'est par accident. Comme par hasard, ce n'est pas d'Iran qui les tape. C'est eux-mêmes, c'est pas erreur ou bien c'est quoi ça encore? Prenez-nous quand même pour des humains. On réfléchit. Il y a quand même de la sauce blanche qui est dans la tête. C'est pas la sauce verte qui est là. Donc du coup, il y a que des ceux qui ne comprennent pas qui vont croire à ces bêtises. Merci beaucoup. Un soldat américain qui a subi des frappes iraniennes au Koweït estime ne pas être bien préparé. Oui, vous avez entendu. La plus grande armée au monde, qui est les États-Unis, les soldats qui ont subi des frappes estiment ne pas être bien formés. C'est vraiment incroyable. Vous avez entendu? Oui, quand il s'agit des autres pays, ils vont venir dire oui, mais vous n'êtes pas formés, vous n'êtes pas préparés. Le plus grand pays au monde, oui, mais c'est eux qui le disent, hein. C'est pas moi j'ai dit. Le plus grand pays au monde, la plus grande armée au monde, les soldats estiment ne pas être bien formés. Bon, il y a des questionnements. Ou pas? Oui, les gens ils peuvent pas être là. Tout ce qu'ils subissent, c'est pas erreur, pas incendie. Eux ils s'appellent plus grande armée mondiale. Ah ouais, non, cette guerre-là nous démontre vraiment beaucoup de choses. À l'école, on apprend déjà, oui, plus grande armée mondiale, ils vont dire les États-Unis. Ouais, donc du coup, vous pensez que c'est réellement vrai? Je sais pas. Cette guerre vient nous montrer que les États-Unis, c'est pas la plus grande armée au monde. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre, cette guerre vient nous montrer des choses. Je dis, tout être humain qui vit dans ce monde, cette guerre doit apprendre beaucoup de choses. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Je me suis remis en question sur beaucoup de choses. La guerre qui se passe en Iran, là, oui, ça m'a montré beaucoup de choses. C'est pas forcément, on dit oui, la plus grande arme, c'est pas parce que quelqu'un il est balèze, il vient vers toi, on dit il va te frapper forcément. Non, c'est faux. C'est pas vrai, hein? En tout cas, la plus grande armée, on dit il y en a qui sont pas bien formés. Merci beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Très bonne nouvelle. Oui, le bâtisseur du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, vient de frapper fort. Je vous donne cette information qui a été prise en conseil des ministres hier. Oui, plus de 84 hectares, oui, mobilisés pour assurer la sécurité énergétique. Oui, plus de 84 hectares. On va augmenter quoi? La capacité de stockage du carburant. C'est-à-dire en fait que à Kaya, ils vont prendre 84 hectares pour la sécurité énergétique. Plus de 84 hectares pour assurer la capacité de stockage de l'énergie. C'est vraiment incroyable. Le bâtisseur de Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, continue de frapper fort de tous les côtés. Cette fois-ci, ça se passe à Kaya. Merci beaucoup au gouvernement de Burkina Faso. Nous sommes toujours derrière vous. Oui, continuez comme ça. On va toujours donner des informations pour que les gens puissent savoir ce qui se passe dans le pays. Merci beaucoup la famille. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez la vidéo, commentez, likez. Vive le Faso. Vive son excellence le bâtisseur de Burkina Faso. Vive les 3 présidents de l'AUS pour le travail qu'ils sont en train d'abattre dans les pays de l'AUS. Merci beaucoup. Partagez, commentez. Alors, le Parlement européen menace et exige la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum. Famille, masse de partage, à partager, je suis à reconnaître la voix, c'est ce gâteau qu'on fait les réveils, la vérité rouge les yeux, mais ça ne les casse pas, celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent, au niveau sociopolitique et même ailleurs, désormais, M. Dago pour vous servir. Alors, il faut d'abord souligner que moi-même, j'avais déjà fait des vidéos pour demander que Mohamed Bazoum, je ne sais plus pourquoi on le retient. Donc pour moi, je veux qu'on les libère. Mais je vais commenter l'exigence du Parlement européen tout à l'heure. En ce qui me concerne, avant que le Parlement européen, mais moi-même j'avais fait des vidéos où je me suis dit que Bazoum, il ne serait plus à rien. Il faut le libérer et laisser-le, il n'a qu'à aller vivre sa vie où il veut. De toutes les façons, on savait que c'était un touriste. Pour revenir maintenant au Parlement européen, vous exigez la libération de Mohamed Bazoum, ce qui est déjà bon. Mais vous étiez où pour exiger la libération du président Laurent Gbagbo? L'ex-président Laurent Gbagbo
qui a fait près de 9 ans à la CPI. Vous étiez où pour exiger sa libération? C'est à cause de ces 2 poids 2 mesures là que nous sommes guindés. C'est à cause de ces 2 poids 2 mesures que nous avons du mal à vous donner du crédit. À cause de ces 2 poids 2 mesures. Alors, famille, la guerre en Iran. Le supposé ou bien la supposée disparition. On dit le supposé ou bien la supposée. Bon, vous prenez un, vous restez un. Voilà. Ici, il s'agit de l'histoire de comme quoi Benjamin Netanyahou serait mort. Alors, ce matin, je me suis réveillé avec mon inbox rempli, mon WhatsApp rempli. Monsieur Dago, c'est toi on attend pour clarifier cette histoire de comme quoi l'Iran aurait tué Benjamin Netanyahou. Alors, comme vous le saviez, quand je retarde à prendre une information, à vous communiquer une information, c'est qu'en réalité, j'ai pas, c'est quoi ça encore? C'est qu'en réalité, j'ai pas les vraies sources sur l'information. Une chose est sûre, beaucoup en parlent. Mais pour vous dire la vérité, je ne sais pas si cette histoire est vraie ou fausse. Mais une chose est sûre, c'est que vous savez que la mort, comme je le dis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. La mort, c'est comme grossesse. Tôt ou tard, ça sortira. Oui. Sinon, franchement, ça parle beaucoup. Franchement, les gens parlent beaucoup sur cette histoire de la mort de Benjamin Netanyahou. Mais tous les sources sur lesquelles je me renseigne pour venir vous donner ces informations n'ont pas encore en parler. Donc, je ne peux pas vous confirmer si c'est vrai ou bien c'est faux. Tout ce que je peux vous dire, attendant encore 3 jours, c'est dans 3 jours qu'on verra la vérité.